Je ne suis pas né d'hier. J'ai voyagé, rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit. Certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. Le cerveau a-t-il le pouvoir de tuer? L'esprit serait-il notre arme la plus puissante? L'armée américaine enquête sur le paranormal pour savoir si elle pourrait combattre par la force de l'esprit. Un garçon perd son pouce dans un horrible accident, jusqu'à ce qu'il repousse miraculeusement grâce à une mystérieuse poudre magique. Nos membres peuvent-ils vraiment se régénérer? Et une découverte archéologique incroyable en Indonésie. Les humains ont-ils déjà cohabité avec une race de hobbits? C'est un monde bizarre. Et j'adore ça. Depuis toujours, des magiciens, voyants et mentalistes affirment pouvoir déplacer des objets, traverser des murs, changer le cours des événements, et même faire du tort à d'autres par la simple force de la pensée. Ces pouvoirs paranormaux existent-ils vraiment? Les humains peuvent-ils contrôler les objets par la pensée? Je vous entends d'ici. Des pouvoirs psychiques? Allons donc. Personne avec un minimum de bon sens ne prend ce genre de choses au sérieux. Mais qu'en est-il de l'armée américaine? À la fin des années 1970, l'armée américaine lance un étrange projet. Un groupe de soldats d'élite commence à s'intéresser à l'utilisation de la pensée comme arme. Parmi eux, le colonel à la retraite John Alexander. On avait été pris de court à plusieurs occasions par les Soviétiques, et certains dirigeants ont décidé d'explorer de nouvelles avenues, dont les phénomènes paranormaux. L'armée met sur pied un programme ultra secret, le projet Stargate, dans le but d'exploiter les pouvoirs paranormaux à des fins militaires. Certains soldats disaient avoir vécu des situations paranormales en territoire ennemi dans la jungle du Vietnam. On a surnommé ce phénomène le syndrome de l'homme de pointe. Certaines personnes en tête de patrouille sentent des choses, comme la présence de mines ou d'embuscades. Tout le monde n'a pas ce talent. Pourquoi? Je n'en sais rien. John Alexander a étudié la psychokinésie, la capacité de déplacer des objets par la pensée. Il a commencé en pliant des cuillères. On s'était réunis chez moi. Le général Stubblebine, qui dirigeait l'Intelligence and Security Command à l'époque, était présent. Et un phénomène absolument incroyable s'est produit sous nos yeux. Lors de la séance ultra secrète, un médium fait une démonstration du pouvoir de la pensée. Le type tenait une fourchette et la fourchette lui a plié entre les doigts à un angle de 90 degrés. C'était épatant. On a voulu comprendre comment ce genre de choses était possible. Alors, on a créé un programme spécial. Et j'ai fini par enseigner cette méthode. Pas parce que savoir plier des ustensiles a une utilité en soi, mais pour conditionner la pensée. L'idée consistait à explorer des approches moins traditionnelles. Le colonel Alexander consacre tout son temps et les ressources de son unité à l'enseignement de la psychokinésie. Étonnamment, il obtient rapidement des résultats. Je me souviens de ce lieutenant-colonel. Il tenait deux fourchettes comme ceci, deux fourchettes identiques. Puis l'une d'elles s'est courbée à 90 degrés sous nos yeux, puis a repris sa forme initiale et s'est courbée de nouveau. On peut voir qu'il y a une énorme différence. Aucune force physique n'a été nécessaire pour réaliser ce tour de force. Fort de leur succès, le colonel Alexander et le général Stubblebine lancent un programme pour entraîner les soldats
à utiliser leurs pouvoirs paranormaux comme le don de voyance. La voyance est un moyen d'acquérir de l'information. C'est en quelque sorte de l'espionnage psychique. Une personne était isolée dans une pièce, habituellement à Fort Meade. On déterminait une cible dont cette personne ignorait tout. Puis, on lui demandait de nous dire ce qui se passait à cet endroit précis. Les Russes ont érigé une énorme structure de béton, mais les services secrets américains ignorent à quoi elle sert. Le colonel Alexander demande alors au premier voyant, Joe McMoneagle, d'utiliser ses pouvoirs pour voir à l'intérieur. Il nous a décrit le bâtiment. On ne lui avait donné que les coordonnées. Il a décrit l'intérieur du bâtiment et a indiqué qu'un énorme sous-marin s'y trouvait. Il nous l'a décrit en disant qu'il était à double coque. Il a ensuite indiqué que les missiles étaient à l'avant du kiosque. Avant, les missiles étaient toujours à l'arrière. Il a vu un certain nombre d'autres technologies totalement nouvelles pour nos constructeurs. On avait toujours cru qu'on ne pourrait jamais construire d'aussi gros sous-marins. Eh bien, devinez quoi? C'était la naissance des sous-marins Typhoon. Une fois de plus, nos services secrets n'en savaient rien, car ils n'en avaient pas été informés, et à cause de leur attitude nombriliste, jamais ils n'auraient cru que quelqu'un d'autre y arriverait avant eux. À l'insu des Américains, les Russes conçoivent un tout nouveau sous-marin ultra secret, le plus gros au monde, doté de coques multiples en titane, et grâce aux soi-disant pouvoirs paranormaux d'un soldat américain, le secret des Russes est mis au jour. Est-ce un incroyable coup de chance? Une coïncidence? Ou l'exploitation des dons de voyance des militaires porte-t-elle ses fruits? Il y a souvent une explication toute simple au phénomène en apparence extraordinaire. Jim Underdown a consacré sa vie à vérifier des allégations de pouvoirs paranormaux. On se fait un devoir de trouver une explication scientifique aux soi-disant pouvoirs. On met à l'épreuve des personnes qui affirment avoir des pouvoirs paranormaux, donc le test dépend de l'allégation. Le centre de recherche invite les gens à faire la démonstration de leur pouvoir dans un cadre scientifique rigoureux. Une femme a déjà affirmé pouvoir dire s'il manquait ou non un rein à quelqu'un d'un simple coup d'œil. Elle a échoué. Un autre disait avoir des dons de télépathie. Il a aussi échoué. Beaucoup de gens viennent nous voir pour tester leur soi-disant pouvoir, mais personne ne passe le test. En fait, Jim croit que ces allégations relèvent davantage de la magie que d'un phénomène surnaturel. On fait appel à des magiciens pour détecter les supercheries. Parfois, les gens utilisent des trucs de magie très simples pour nous faire croire qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. L'enquêteur et magicien sceptique Mark Edward sait comment plier des cuillères. Et ça n'a rien à voir avec des pouvoirs paranormaux. Beaucoup de gens s'intéressent à ce truc, alors je vais vous montrer à quel point c'est simple si vous vous concentrez. Concentrez-vous. Voyez la cuillère pliée. Ça y est, je commence à la sentir. Encore un peu, restez concentrés. Et voilà, ça y est. Il y a beaucoup d'énergie dans la pièce. Essayons de la redresser maintenant. Très bien. Vous voyez ce qui se passe? Mark est magicien, alors il ne peut nous révéler son secret. Mais voici en gros ce qui se passe. La cuillère est déjà pliée, mais il cache le manche derrière ses doigts. Il a un deuxième manche qu'il tient comme si c'était celui de la cuillère. En relâchant la pression, le manche descend et donne l'impression que la cuillère plie. Lorsqu'il nous montre enfin la cuillère pliée, il détourne notre attention et glisse subtilement le faux manche dans sa poche. Essayez de voir ce qui se passe maintenant. Ceux qui croient qu'on peut plier une cuillère par la simple force de la pensée se trompent. Il est absolument impossible de plier une cuillère sans tricher. Il y a forcément un truc pour faire plier la cuillère. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Pour Jim Underdown, la plupart des allégations de pouvoirs paranormaux
y compris ceux auxquels s'est intéressée la marine américaine, sont des canulars. L'armée américaine a-t-elle dilapidé des millions de dollars en recherche sur le paranormal? Tout ça est insensé, non? Peut-être pas. Car elle n'est pas la seule à s'être intéressée à ces étranges pouvoirs. Des chercheurs des universités Stanford et Princeton étudient la perception sensorielle et la télékinésie depuis 30 ans. Et aujourd'hui, certains d'entre eux croient être en mesure de prouver scientifiquement les pouvoirs psychiques. Mon expérience porte sur la relation entre l'esprit et la matière. Dean Radin croit que l'esprit peut interagir avec des particules bien plus petites que des cuillères. Les photons, des particules subatomiques qui forment la lumière. J'ai demandé à Lisa de se concentrer sur un système optique renfermant un faisceau laser. Imperceptible à l'œil, le laser diffuse un faisceau lumineux à travers deux minuscules fentes qui créent un modèle d'interférence. À cette distance, elle ne peut pas percevoir le faisceau. On lui demande de s'imaginer qu'elle le voit. Ce faisant, on tente de déterminer si le seul fait de penser au faisceau a une influence sur lui. Selon sa théorie, si la psychokinésie existe, le sujet devrait être en mesure d'influer sur le modèle d'interférence uniquement en se concentrant sur les photons. L'écran montre ce que la caméra enregistre dans le système à double fente. Et ici, on peut observer l'activité cérébrale du sujet. On tente de voir s'il y a un lien entre l'électroencéphalogramme et le modèle d'interférence. Si on peut prouver que la relation existe, on prouvera l'interconnexion de l'esprit et de la matière. L'expérience commence. Welcome to the double slit experiment. Please relax. Okay. On demande au sujet de se faire une image mentale du modèle d'interférence. You may now relax. Puis on lui demande d'ignorer complètement sa présence. À la fin de l'expérience, les diagrammes d'interférence sont comparés aux images de l'électroencéphalogramme. Ces couleurs indiquent le degré de corrélation. La corrélation positive est indiquée par la couleur rouge. C'est très intéressant. On peut voir qu'il y a un changement lorsque Lisa porte attention au système optique, même si tout se déroule uniquement en pensée. Et lorsqu'elle détourne son attention du faisceau, les images montrent une toute autre forme d'activité. Est-ce là une simple coïncidence? Le rouge indique qu'il y a une relation. Le rouge foncé indique une très forte corrélation. C'est très révélateur. Cette corrélation n'est pas le simple fruit du hasard. Elle est bien réelle. Peut-être y a-t-il un lien entre l'esprit et la matière, après tout. Les résultats de l'expérience de Dean sont toutefois controversés, et la majorité des scientifiques restent sceptiques à l'égard de la psychokinésie. Malgré tout, des rapports indiquent que l'armée américaine aurait repris ses recherches dans le domaine au lendemain du 11 septembre. Les événements du 11 septembre ont sans aucun doute eu pour effet de faire réfléchir les gens et de les amener à envisager des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles avant. Alors, que la psychokinésie soit un phénomène bien réel, à la portée des plus ouverts d'esprit, ou le fruit d'une habile entourloupe, l'idée que l'armée américaine ait voulu faire de l'esprit une arme secrète est décidément très bizarre. Ou quoi? Aïe! J'ai failli perdre un doigt. Et j'y tiens, à mon petit doigt. Mais si j'étais une salamandre ou un triton, je n'aurais pas de souci. Quand ils perdent une patte ou la queue, elle repousse toute seule. Ce ne serait pas génial. Mais si j'étais un triton, je ne pourrais pas faire la cuisine. Oh! Les humains ont-ils la possibilité de se régénérer? De la science-fiction? Eh bien non. Comme le montre la prochaine histoire, le futur n'est pas si loin. 2009, au sud de la Floride. Une journée comme les autres pour la famille Meraz. Le père sort pour laver la voiture familiale
Il est en compagnie de ses deux fils, Froylan Jr. et Jeevan, alors âgé de 14 mois, tandis que leur mère Janet est à l'intérieur. La suite des événements sera le début d'une drôle d'aventure dans l'inconnu scientifique. Froylan s'apprêtait à franchir le pas de la porte, suivi par son frère Jeevan. Il ne s'est pas aperçu que son frère le suivait. Il a fermé la porte derrière lui, tandis que Jeevan essayait de la retenir. Il l'a eu sur les doigts. Le pouce de Jeevan est coupé net, tout juste sous son ongle. J'ai attrapé un linge dans la cuisine pour arrêter le saignement. Il n'y avait pas de temps à perdre, car il perdait beaucoup de sang. On a même dû le couvrir d'un autre linge. Puis on est parti pour l'hôpital. En route vers l'hôpital, Janet et Froylan ne connaissent pas encore l'ampleur des dégâts. Les médecins traitent le pouce du garçonnet, mais comme le bout de son doigt est manquant, son pouce restera handicapé pour le reste de ses jours. On attendait les résultats à l'hôpital. Le médecin nous a dit qu'il perdrait complètement son pouce. On ne s'attendait pas à une aussi mauvaise nouvelle. Les Murrahs sont atterrés. Ils sont persuadés que leur fils cadet a perdu pour toujours l'usage de son pouce. Mais quelques jours plus tard, leur pédiatre leur redonne espoir. Il leur recommande de consulter le médecin Juan Bravo, qui offre un nouveau traitement controversé, susceptible d'améliorer l'état de Jeevan. Il s'agit d'une poudre qu'on applique sur la blessure toutes les 24 à 48 heures et qui permet au tissu de se régénérer. Le pouce de Jeevan serait-il sauvé par une poudre magique? C'est pour le moins prometteur. J'ai appelé sa mère et je lui ai expliqué que j'avais en main un produit susceptible de donner d'excellents résultats sur les doigts. J'avais des preuves à l'appui. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas d'effets secondaires ni de complications et je lui ai proposé d'en faire l'essai sur Jeevan, ce qu'elle a accepté. Mais la poudre magique du docteur Bravo n'a jamais été testée sur un bébé. Sans aucune garantie, il décide de courir le risque. C'est la première fois qu'il la testait sur un bébé. Je suppose qu'il faut une première fois à tout. Alors on lui a donné le feu vert. Ignorant tout du soi-disant pouvoir de guérison du traitement, Janet et Froylan vérifient la blessure quelques jours plus tard et sont stupéfaits par ce qu'ils voient. On a vu que le pouce recommençait à prendre forme. On a été très étonnés. On ne pensait jamais que ça fonctionnerait. On a appliqué la poudre toutes les 48 heures pendant les 2 premières semaines, puis on est passé à 3 applications par semaine. Après la 3e semaine, ce n'était plus nécessaire. On croirait de la science-fiction. En 3 semaines seulement, l'incroyable se produit. Après avoir été sectionné, le pouce de Jeevan se régénère avec un ongle, des empreintes et tout le reste. Il a pratiquement la même apparence que son pouce gauche. Quand on a enlevé la croûte formée par la poudre magique, on a découvert un pouce tout à fait normal, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Jamais je n'aurais cru que son pouce se régénérerait et guérirait aussi vite. Je suis vraiment très heureuse de voir que son doigt a repoussé. La poudre à elle seule a-t-elle régénéré le pouce de Jeevan? Et si oui, comment? Nombre de pédiatres et d'autres spécialistes sont sceptiques. Selon eux, la régénération du pouce de Jeevan n'a rien d'étonnant. C'est un processus qui commence dans le ventre de la mère. On sait que les fœtus peuvent se remettre complètement de blessures assez graves, comme si de rien n'était. Tous s'entendent également pour dire que si un jeune enfant se coupe le bout d'un doigt, par exemple, il n'est pas impossible qu'il repousse. Tout ça n'a rien de miracle. Ce serait arrivé de toute façon. Puis,
un événement extraordinaire se produit. C'est beaucoup plus étonnant dans les cas comme celui de Lee Spivak. En 2005, Lee Spivak, un homme de 60 ans, se sectionne le bout du doigt lors d'un horrible accident provoqué par l'hélice d'un modèle réduit d'avion. Quelques semaines plus tard, son doigt repousse. C'est le premier cas documenté de régénération chez un adulte. Étonnamment, le médecin de Lee Spivak lui conseille la même poudre utilisée par le docteur Bravo sur Jeevan. La poudre a-t-elle permis la régénération du doigt d'un adulte? Le docteur Ashkan Gavami est chirurgien plastique et de reconstruction. Selon lui, c'est impossible, même chez un adulte. La régénération des membres a été observée chez les salamandres et les lézards. Chez les êtres humains, la peau se régénère, mais de là à régénérer tout un membre, les os, la peau, les tissus mous, la graisse, les tendons, les nerfs, à mon avis, c'est impossible. Les parties du corps peuvent-elles se régénérer grâce à une mystérieuse poudre magique? Il semble que oui, mais cette poudre n'est peut-être pas aussi magique qu'on le croit. Elle se compose d'un élément appelé la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Steve Badilak est chercheur à l'Institut McGowan de médecine régénérative. La matrice extracellulaire est la colle qui lie toutes les cellules du corps humain. Tous les tissus se composent de différents types de cellules, la peau, les muscles, le cœur. La matrice extracellulaire est une espèce de banque d'informations dans laquelle toutes les cellules de notre corps sont présentes. On la retrouve sous forme de poudre, de toile ou encore de gel. La matrice extracellulaire a différentes applications thérapeutiques importantes. La matrice extracellulaire est la structure de base des tissus de l'organisme. Cet amalgame de protéines et de tissus conjonctifs peut déclencher un processus de régénération lorsqu'il est appliqué à une blessure. Des scientifiques croient que ce processus permettra un jour de régénérer un doigt, et même un membre tout entier. La matrice change le mécanisme naturel de guérison du corps. La nature est arrivée à ce résultat après des centaines de millions d'années de recherche et de développement. Puisqu'on sait qu'on ne pourra jamais obtenir le même résultat, l'idée consiste à prélever la matrice en l'altérant le moins possible. Et où les scientifiques prélèvent-ils la matrice? Voici Onagis. Quel animal d'élevage est rose, adorable et regorge de matrice extracellulaire, utile à la régénération? Eh oui, le cochon. Pourquoi? Les cochons sont une excellente source de matrice extracellulaire. Leurs tissus, comme la peau, l'intestin grêle et la vessie, sont des résidus de l'industrie agricole. Ce sont des tissus qui auraient été jetés aux ordures ou transformés en engrais. Nous les utilisons pour leurs propriétés médicales et régénératives dans la reconstruction des tissus. Et parce que les cochons sont génétiquement très près des humains, les protéines de la vessie porcine peuvent déclencher une réaction chez l'homme. Mais comment prélève-t-on la matrice? La matrice extracellulaire est prélevée à même la vessie du porc. On commence par étirer les tissus pour détendre les fibres musculaires, puis on sépare le muscle de la matrice à l'aide de pinces. Voici la membrane abluminale où le muscle est rattaché. On passe ensuite la matrice dans un bain d'acide peracétique. Puis la matrice est prête à l'emploi. Elle peut être surgelée ou séchée en feuilles. Les feuilles peuvent être utilisées directement ou pulvérisées en une fine poudre. Tout le monde n'est pas convaincu que la matrice extracellulaire soit la clé du mystère. Rocket One est directeur du Centre de génie cellulaire et moléculaire. Il a une autre explication à la régénération des doigts de Lee Spivak et de Jeevan. Selon lui, ils auraient une prédisposition génétique unique. La régénération est possible, comme en témoigne le cas de Lee Spivak.
Il a sans doute une constitution génétique ou épigénétique qui a permis à son corps de réagir de la sorte. Certaines personnes, comme Lee et Jeevan, auraient donc une capacité unique de se régénérer. Pourrions-nous tirer profit de cette incroyable capacité? Avant d'en arriver là, des recherches plus poussées sont nécessaires. On tente actuellement de comprendre comment de rares personnes arrivent à se régénérer et quels sont les mécanismes en cause pour comparer ces cas à d'autres qui n'arrivent pas à se régénérer. Le but étant de cerner les facteurs, les cellules ou les gènes responsables du processus. On espère faire avancer la recherche. La recherche sur les cellules souches est une autre piste de solution. Présente dans les embryons en développement, mais seulement dans certaines parties du corps adulte, les cellules souches sont uniques, car elles ont le potentiel de devenir n'importe quel tissu, ou presque, contrairement aux cellules cutanées ou musculaires, par exemple, qui ne sont pas interchangeables. Les cellules souches sont comme les jokers dans un jeu de cartes. Si les scientifiques arrivaient un jour à reprogrammer génétiquement n'importe quelle cellule pour en faire une cellule souche, alors on pourrait reproduire n'importe quelle partie du corps endommagée. Si on peut commander au corps de régénérer un membre, alors pourquoi pas? Je suis persuadé qu'on pourra un jour contrôler le comportement des cellules du corps humain. Autrement dit, on pourra commander la croissance de nouveaux tissus et de nouveaux organes. L'objectif ultime serait de pouvoir vous recréer un cœur si vous aviez une attaque détruisant vos tissus cardiaques et mettant votre vie en danger. Ou de remplacer un rein pour mettre fin à la dialyse. Ou encore de générer un nouvel œsophage pour offrir une qualité de vie aux patients ayant subi une ablation en le remplaçant tout simplement. Ce n'est pas de la science-fiction. On a fait des progrès énormes depuis une quarantaine d'années. Et si on était en voie de faire l'ultime découverte scientifique, la clé de la vie éternelle? On cherche tous la fontaine de jouvence. On pourrait augmenter l'espérance de vie. Si les aînés arrivaient à se déplacer plus aisément, grâce à de meilleurs membres et articulations, ils seraient en meilleure forme. Ils mangeraient et se sentiraient mieux. Et ainsi de suite. Cela améliorerait certes notre espérance de vie. Imaginez un monde où personne ne vieillit. De quoi aura l'air notre civilisation dans un siècle et demi? Jeevan pourra dire qu'il y est pour quelque chose. Bizarre? Ou quoi? Si je vous disais qu'il y a de cela très longtemps, dans une région située aux confins du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, a déjà vécu une race d'êtres minuscules, dans la peur constante d'être dévorés par des dragons carnivores. Bien sûr, tout le monde a vu Le Seigneur des Anneaux, voyons. Mais je ne parle pas d'un récit de science-fiction se déroulant dans la Terre du Milieu. Je parle d'une véritable race de hobbits qui aurait existé et combattu de véritables dragons, ici, sur Terre. Admettez avec moi que c'est quand même bizarre, non? L'île reculée de Flores, en Asie du Sud-Est, possède l'un des plus étranges écosystèmes de la planète. On y trouve des éléphants, des rats géants et de dangereux dragons de Komodo. C'est également le théâtre de l'une des découvertes archéologiques les plus incroyables de tous les temps. En 2001, une équipe d'archéologues entreprend des travaux d'excavation dans la grotte de Liangbua, dans l'île de Flores. Les chercheurs ont entrepris des fouilles dans la grotte calcaire de Liangbua, à Flores, en Indonésie. Au cours des 2 premières années, ils ont retrouvé des fragments d'os humains, mais ils n'étaient pas certains de leur origine. Puis, en 2003, ils découvrent d'autres ossements. Il s'agit du squelette entier d'une femme âgée d'une trentaine d'années, surnommée LB1.
La datation au carbone indique qu'elle aurait vécu il y a 18 000 ans. Les experts sont perplexes. Elle ne ressemble à aucun autre être humain jamais découvert. On a tout de suite vu qu'elle n'était pas comme les autres. Il aurait été très étonnant qu'elle appartienne à notre espèce. L'explication a de quoi étonner. Le squelette ne mesure qu'1 mètre de haut, soit près de 60 cm de moins que la taille moyenne d'une femme nord-américaine. C'était une très petite personne. Elle devait faire 1 mètre de hauteur, peut-être moins. À la suite de cette remarquable découverte, certains surnomment le petit spécimen humain adulte le Hobbit. La science-fiction devenait-elle réalité? Une espèce d'être humain encore méconnu, mesurant 1 mètre et cohabitant avec les dragons de Komodo et les rats géants. Incroyable, n'est-ce pas? Les autochtones de Flores croient savoir de quoi il s'agit. Les mythiques Ebu-Gogo, des créatures légendaires qui auraient déjà peuplé l'île. Les Ebu-Gogo seraient de petits êtres poilus, semblables aux hobbits, vivant dans des grottes. On croit que certains étaient toujours vivants au siècle dernier. La découverte d'un squelette de hobbit confirmerait-elle la légende? Légende ou non, c'est extraordinaire, car c'est la preuve irréfutable que des créatures adultes d'1 mètre de haut ont déjà vécu sur une île indonésienne. Comment est-ce possible? Matt Tocheri est paléoanthropologue et spécialiste des peuples anciens. Il croit que la petite taille du squelette est attribuable à un phénomène connu sous le nom de nanisme insulaire. Le nanisme insulaire est un phénomène selon lequel, sur les îles ou dans d'autres milieux écologiques éloignés, certains animaux grossissent beaucoup et d'autres restent petits. Les rats et les autres petits animaux ont tendance à être plus gros, car ils jouissent d'un large accès aux ressources, qui est en lien direct avec la reproduction. Si la quantité de nourriture est limitée, mieux vaut être petit pour pouvoir se reproduire en grand nombre. On ne sait pas si la même théorie s'applique aux hobbits, mais ce n'est pas impossible. Les hobbits mesurent environ 1 mètre. C'est plutôt petit pour un adulte. Les derniers êtres humains adultes de cette taille ont vécu il y a plus de 2 millions d'années selon l'histoire de notre évolution. Cette découverte est très étonnante quand on sait que l'être humain n'a cessé de grandir au fil du temps. Pensons notamment à l'allongement des jambes qui marque un tournant dans l'histoire de notre évolution. La découverte d'un être différent avec qui on aurait coexisté est fascinante. Comment ces étranges créatures sont-elles disparues? Que s'est-il passé? Certains croient que les hobbits seraient disparus, décimés par la population de dragons de Komodo vivant sur l'île. Quelle horreur! Il ne fait pas de doute que le dragon de Komodo a cohabité avec les hobbits, tout comme il cohabite avec les habitants de Komodo et de Rincha aujourd'hui. Les hobbits chassaient-ils le dragon de Komodo ou le dragon chassait-il les hobbits? On ne le sait toujours pas. On examine toutes les possibilités. On ne sait pas encore comment on en est arrivé là. Quoi qu'il en soit, cette découverte extraordinaire place les scientifiques devant l'incroyable possibilité que le Hobbit soit une nouvelle espèce et un nouveau chapitre de l'évolution de l'être humain. La découverte de l'île de Flores élargit notre compréhension de l'évolution. Change-t-elle les grandes lignes de ce que nous savons déjà? Pas vraiment. Mais elle montre que notre arbre généalogique est très étendu et que certaines branches ont survécu beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait cru au départ. On croyait que les créatures comme l'Homo floresiensis étaient disparues il y a 1 ou 2 millions d'années, et on découvre qu'elles vivaient encore sur une île indonésienne il y a 18 000 ans, alors que l'homme moderne peuplait déjà cette région. Savoir que d'autres humains primitifs, somme toute assez différents de nous, ont vécu sur Terre et cohabité avec nous est une découverte absolument fabuleuse pour la communauté scientifique. C'est formidable. Cela ajoute à la diversité de notre arbre généalogique. La présence d'êtres en apparence si primitifs, mais ayant vécu si près de nous dans le temps, est absolument fascinante pour l'être humain. On dira ce qu'on voudra, c'est une découverte formidable.
Je me souviens que de nombreux scientifiques, moi le premier, ont été très sceptiques à l'annonce de la nouvelle. Mais avec le temps, tout porte à croire qu'il s'agit effectivement d'une espèce distincte de la nôtre. Si la découverte du Hobbit exerce une fascination sur plusieurs, certains sont moins convaincus. Je n'étais pas d'accord avec les conclusions lorsque j'ai lu le premier article au sujet du squelette. Alors j'ai cherché une autre explication. Le crâne du Hobbit serait-il un spécimen unique? D'autres preuves montrent-elles qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce? Ce Hobbit est-il vraiment unique en son genre? Selon de nombreux experts, il possède en effet une caractéristique unique qui en ferait une espèce distincte. Matt Tocheri est un paléoanthropologue spécialisé dans l'étude des peuples anciens. Il a examiné les os du poignet du Hobbit et affirme que leur structure unique prouve qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce. D'après mes recherches, qui portent principalement sur l'évolution du poignet chez les humains et les autres hominidés, il s'agit bien d'une nouvelle espèce. Notre poignet a subi des transformations majeures au cours du dernier million d'années. L'Homo floresiensis ne présente pas ces changements, ce qui me laisse croire qu'il descend d'un ancêtre vieux de plus d'1 million d'années. Sinon, il partagerait les caractéristiques anatomiques de l'homme de Néandertal. Matt a découvert qu'un os important du poignet du Hobbit se rapproche davantage de celui d'un chimpanzé ou d'un singe que de celui d'un humain, ce qui en ferait un nouveau cousin du genre humain, inconnu jusqu'à maintenant. Les poignets du Hobbit sont très similaires à ceux du chimpanzé. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils soient plus près du chimpanzé, car les Hobbits partagent l'anatomie de l'homme moderne et de Néandertal, ce qui n'est pas le cas du chimpanzé. Le poignet présente les caractéristiques anatomiques des hominidés primitifs, donc la coupure a dû se faire avant l'apparition de cette nouvelle morphologie. C'est fascinant. Ces éléments de preuve sont présentés à la communauté scientifique internationale. Suivant la découverte d'autres squelettes partiels de Hobbit, on les classifie comme une espèce à part entière, du nom latin d'Homo floresiensis. Mais l'anthropologue Robert Martin a une autre théorie pour expliquer le mystère des Hobbits. La taille du crâne est très inhabituelle, tout comme le squelette d'ailleurs. On peut penser qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce, car c'est un individu très particulier. Selon lui, l'inclusion du Hobbit dans l'histoire de notre évolution se base sur trop peu de preuves. Après tout, les archéologues n'ont retrouvé qu'un seul crâne parmi tous les ossements. N'oublions pas qu'on a retrouvé les ossements de plusieurs individus, mais un seul crâne. Si 2, 3 ou 4 autres crânes semblables avaient été retrouvés, on pourrait difficilement réfuter cette théorie. Je ne crois pas qu'il soit très prudent de tirer des conclusions aussi importantes en présence d'un seul spécimen. Robert Martin est néanmoins d'avis que le crâne ne reflète pas notre évolution. Il croit que sa petite taille est un élément clé. Le squelette du Hobbit a près de 18 000 ans. D'après ce qu'on sait de l'évolution humaine, la taille de son cerveau devrait être nettement plus importante. Il faut reculer de 3 millions d'années pour trouver un cerveau aussi petit. Au cours de cette période, la taille du cerveau a évolué continuellement avec chaque nouvel hominidé, sauf celui-ci. Tous les autres crânes d'hominidés présentent une belle forme arrondie, une caractéristique que l'on ne retrouve pas chez l'homme de Flores. Il a une autre théorie pour le moins originale. Selon lui, le squelette du soi-disant Hobbit est celui d'un être moderne de Flores, atteint d'une maladie congénitale, la microcéphalie. Microcéphalie signifie littéralement « petite tête ». C'est une anomalie du développement. Ce crâne correspond exactement à la définition d'un humain moderne microcéphale, et ce cerveau a exactement la taille de celui du Hobbit. Un autre élément de preuve important, c'est qu'un des effets secondaires de la maladie est la petitesse du squelette, comme chez le Hobbit. La communauté scientifique ferait-elle fausse route?
Pour ajouter au mystère, de nouvelles espèces humaines disparues depuis longtemps se sont mises à refaire surface. Dernièrement, on a découvert dans une grotte sibérienne un doigt humain étonnamment bien conservé, dont l'ADN n'est parent avec aucun autre proto-humain. Brianna Pobiner est spécialiste des programmes éducatifs à la Smithsonian Institution. Elle croit que le Hobbit n'est qu'une des nombreuses espèces encore méconnues et que d'autres suivront. On trouve sans cesse de nouveaux ossements et ils cadrent parfaitement dans notre arbre généalogique. Au moins 3 autres espèces d'humains primitifs ont cohabité avec l'Homo sapiens, qu'est notre espèce. L'Homo erectus, l'Homo neanderthalensis et l'Homo floresiensis, ou Hobbit. Le doigt retrouvé en Sibérie pourrait même appartenir à une 4e espèce. Un des moyens de déterminer si ce doigt appartient à une nouvelle espèce consiste à en analyser l'ADN. Les récents progrès technologiques permettent d'établir la séquence génétique d'espèces disparues depuis longtemps. Pourquoi alors n'a-t-on jamais analysé l'ADN du Hobbit? Il semble que les échantillons originaux aient été endommagés. Plus étrange encore, personne n'a été autorisé à examiner le squelette original depuis la parution du premier article scientifique. Le spécimen a été jalousement gardé par ceux qui l'ont découvert. J'ai demandé à consulter les examens par TDM pour savoir de quoi il en retournait, mais on m'a refusé l'accès. On ne peut pas publier si on ne rend pas les preuves accessibles à d'autres scientifiques. Malgré les contestataires, l'Homo floresiensis, aussi appelé le Hobbit, est largement admis comme une nouvelle espèce humaine. On en sait encore bien peu sur l'évolution humaine. C'est un peu comme assembler les pièces d'un casse-tête. Un nombre sans précédent de découvertes effectuées dans les 10 ou 15 dernières années montre que l'évolution humaine s'étendrait sur une période 2 fois plus longue que ce qu'on a cru au départ, et que le nombre d'espèces humaines serait le double de ce qu'on avait envisagé. Ces nouvelles découvertes génétiques, les ossements et d'autres éléments de preuve enrichissent sans cesse l'arbre de l'évolution et font la lumière sur des phénomènes encore méconnus de l'évolution. Les Hobbits ont peut-être existé, mais leur origine restera un mystère à jamais. Bizarre ou quoi? Et voilà, 3 mystères étranges et autant, sinon plus, de théories pour les expliquer. L'armée américaine s'intéresse à l'emprise de la pensée sur la matière. Qu'en est-il au juste? Pourrions-nous contrôler des objets ou même tuer l'ennemi par la force de l'esprit? La psychokinésie n'est-elle qu'un tour de magie? Les doigts d'un bambin et d'un homme se régénèrent après un horrible accident. Est-ce à l'œuvre d'une simple poudre extraite de la vessie d'un cochon? Une île indonésienne abritant des dragons de Komodo est le théâtre d'une étonnante découverte archéologique qui pourrait changer notre vision de l'évolution humaine. Un squelette d'à peine 1 mètre de haut. Est-ce une nouvelle espèce ou la preuve que les Hobbits ont vraiment existé? À vous de décider. À la prochaine pour 3 nouvelles histoires plus bizarres, les unes que les autres.